C'est très net, étant donné qu'on a une dictature qui est au pouvoir depuis 1989 et qu'ils ont mis tout le personnel politique à la retraite de manière brutale, les anciens politiciens sont morts. Il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Par exemple, le secrétaire général du Parti communiste, qui était un parti très actif, Ibrahim Logoud, qui était remplacé par un monsieur peu connu, qui est lui-même d'ailleurs mort il y a 6 mois. Ensuite, le patron des islamistes, Hassan al-Turabi, est mort lui aussi. Il y a ceux qui sont encore vivants, mais qui sont touchés par la limite d'âge, on pourrait dire, comme Sadiq al-Mahdi, le Premier ministre qui avait été renversé en juin 89. Il y a eu des jeunes qui ont, par jeunes, je veux dire, moins de 40 ans, hein, en gros, qui ont rempli le vide. Le lien entre les deux, ce sont les réseaux de chrétiens protestants charismatiques. Puisque Haile Mariam était ce qu'on appelle en Éthiopie penté, c'est-à-dire pentecôtiste, ce qui est une dénomination religieuse qui s'accroît énormément dans l'Éthiopie contemporaine, où d'ailleurs ils ont tendance à faire des conversions parmi les chrétiens, ce qu'on appelle Tewahedo, c'est-à-dire qu'on appelle à tort orthodoxes, parce que c'est pas du tout comme les orthodoxes en Russie. Enfin, ce sont des chrétiens d'Orient, et c'est surtout parmi eux que progressent les protestants charismatiques. Or, Haile Mariam Desalegn et l'actuel Premier ministre Abiy sont tous les deux de cette obédience. Ce qui est assez amusant pour Abiy, dont le père était musulman et la mère était justement une chrétienne orthodoxe, entre guillemets. Et lui, il est penté. Et les pentés ont joué un rôle très important parce qu'au sein de la diaspora éthiopienne aux États-Unis, qui a joué un rôle très important dans cette succession, c'était quelque chose où les pentés avaient beaucoup d'influence. Donc c'est un peu le lien entre les deux. Ils n'ont rien imposé, mais c'est eux qui ont facilité, qui ont créé les contacts, les liens. Et puis aussi, il y a de l'argent derrière. C'est-à-dire que ces milieux de protestants charismatiques, en général, ont les poches relativement bien garnies par rapport à d'autres dénominations religieuses. Donc et je pense que Haile Mariam a été remarquablement subtil. Ça montre d'ailleurs que son choix par Meles Zenawi était bon, puisque Meles l'avait choisi pour être une espèce de soudure, de lien. Meles ne comptait pas mourir avant au moins 1 an et demi. Je l'ai vu pas très longtemps avant qu'il parte en Belgique et qu'il meure. Il se voyait revenir. Il est revenu dans un cercueil. Mais il avait été bien choisi, parce qu'il a compris que lui, étant donné qu'il était Woleïta, c'est-à-dire un petit groupe ethnique qui représente 1,5% de la population, à tout casser, même peut-être même pas, qu'il fallait avoir un soutien ethnique plus fort. Et comme il connaissait déjà Abiy Ahmed, il a tout de suite pensé que bon, voilà quelqu'un qui est Oromo, mais qui n'est pas un Oromo borné. Parce que vous avez des Oromos qui, eux, sont carrément pour la sécession de l'Oromia, faire un pays indépendant sur le modèle érythréen, etc. Abiy Ahmed et quelques autres sont des gens qui, justement, ont appris beaucoup de l'expérience érythréenne. C'est-à-dire, vous voulez une catastrophe, refaites comme les Érythréens. Et on a choisi un Oromo qui était un Oromo ouvert, qui ne voulait pas la domination d'Addis Abeba sur le reste du pays, mais qui ne voulait pas non plus la sécession. Donc ça a été quelque chose d'intéressant. Et ça a été bien négocié, parce que ça a été négocié par Donald Yamamoto, qui était à l'époque
sous-secrétaire d'État aux affaires africaines à titre intérimaire et qui connaît très bien la région. Il a été ambassadeur en Érythrée, à Djibouti et à Asmara. C'est vraiment un très bon connaisseur de la région. En plus, un homme remarquablement intelligent. Et lui, il a été l'homme qui a facilité le passage d'un Premier ministre à l'autre. Oui, mais ça aussi, c'est parce qu'ils avaient quand même quelque chose qui était plus facile. Parce que, en phase 2, Béchir avait déjà expérimenté le recours à la force en septembre 2013. Il avait tué pas mal de monde. Et finalement, il savait bien, par les informations de ses services secrets, que ça n'avait rien terminé, arrêté. Donc, action simple, bête et brutale n'en était pas une. Alors que Bachar, lui, était dans une situation où il n'y avait jamais eu quelque chose que... Enfin, la dernière fois, c'était Hamas, du temps de son père, je crois 1984, si je me rappelle bien. Mais là, la génération qui avait vécu Hamas, c'était trop loin. Ça remontait à 30-35 ans en arrière. Et là, la génération qui a opéré ce qu'on a vu récemment, là, et qui a été d'un courage extraordinaire, parce que avoir le courage de descendre dans la rue, les mains nues, alors qu'on est en face de gens, de vous, des gens qui vous tirent dessus, et continuer, et continuer, et continuer à continuer pendant 4 mois. Si ça avait été pendant 15 jours, mais ça a duré 4 mois. Et vraiment, chapeau. C'est un courage extraordinaire. Et Béchir, quelque part, était pas paralysé, mais il avait une jambe cassée. Il marchait à cloche-pied. Il ne pouvait pas vraiment faire ce qu'il aurait aimé faire, qui aurait été tiré dans le tas. Il savait que ça n'allait pas marcher, qu'il n'aurait pas de soutien, diplomatique, financier. Bon. Donc, il a agi d'une manière presque raisonnable à la force des choses. Ça dépend de la structure sociale et ethnique que vous avez. Et vous voyez, déjà par exemple, si vous regardez la Corne, vous ne pouvez pas comparer le Soudan avec l'Éthiopie, ni l'Éthiopie avec la Somalie. À chaque fois, ce sont des situations... Je veux dire, quelque part, l'Afrique, elle existe surtout pour les Blancs. Ils la voient de l'extérieur, ils disent c'est tout là-bas, il y a des Noirs africains, donc ça n'existe pas. Moi d'ailleurs, j'ai des amis africains qui me disaient, mais pendant la guerre, comment est-ce que les Allemands faisaient pour arrêter les Juifs? Et avec un sourire, il me disait, pour nous, les Juifs, c'est des Blancs comme les autres. Bon, et là, c'est la même chose. Je veux dire, par exemple, si vous voyez la fissiparité, pardonnez-moi ce mot un peu barbare, de la société somalie, le clan, le sous-clan, le sous-sous-clan, le lignage à l'intérieur du sous-sous-clan, bon, c'est pas quelque chose qui existe. Par exemple, même si les Oromos sont loin d'être un bloc homogène, à côté de ça, vous pouvez parler d'une région Oromo avec quelques millions de personnes. Avec les Somalis, c'est impossible. Vous êtes obligés, et justement, c'est d'ailleurs pour ça que ce sont des bons démocrates, les Somalis, parce qu'ils sont sans arrêt en train de faire des accommodements, des discussions, des deals, des accords, Bon, parce qu'il n'y a pas de solution en bloc, ça n'existe pas. Par contre, en Éthiopie, vous avez une ethnie qui a été catastrophique de ce point de vue-là, ce sont les Amaras. Ils sont hyper disciplinés, on leur donne des ordres, ils obéissent. Bon, et de ce côté-là, les Tigréens, c'est pareil aussi. Et c'est pas du tout, par exemple, c'est les antipodes des Oromos. Or, c'est le même pays. Bon, si on réfléchit à ce qu'était l'Europe, par exemple, au moment où les États-nations sont apparus, c'est-à-dire au XVIe siècle, en gros, hein, en Angleterre, et bon, il n'y avait pas d'Italie, il n'y avait pas d'Allemagne, ne parlons pas de l'Europe centrale, qui était une espèce de bourbier confus et mélangé, mais dans les États-nations qui naissaient, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, et d'une certaine manière l'Espagne au fur et à mesure qu'ils expulsaient les Arabes. Bon, vous aviez la même chose. Pourquoi le premier acte de la Révolution française, c'était ce qu'on a appelé la fête de la Fédération? Une chose bien oubliée aujourd'hui, mais le 14 juillet 1790, on a fait la fête de l'unité française. Pourquoi?
parce qu'on avait peur que la France parte en morceaux. Et d'ailleurs, pendant la guerre civile entre les royalistes, les Girondins, les républicains de Montagnard, qu'est-ce qui a suivi? Chaque région de la France faisait un choix différent. Les Vendéens étaient royalistes, la région de la vallée du Rhône, ils étaient plutôt girondins, même chose dans le Bordelais et en Occitanie. La France était quelque chose, heureusement qu'il y a eu la guerre. Parce que l'automne 1792, tous les Français disent « Oups, on n'aime pas l'Autriche ». Il n'y a rien de tel qu'un ennemi commun pour rassembler les gens. Bon, il n'y avait pas d'État-nation. Et dans certains endroits, pensez au Congo, qui est aujourd'hui un pays géant, il n'y avait même pas... Je veux dire, c'est un machin qui a été monté par les étrangers. Donc, comment est-ce qu'on pourrait imaginer que par une sorte de miracle, parce qu'on fait la décolonisation, tout le monde dit on est tous ensemble et on s'embrasse tous? C'est complètement irréaliste. Il n'y a pas que l'Afrique d'ailleurs où il y a encore des problèmes régionalistes et on les voit même refaire surface en Europe. Qu'on pense par exemple à l'affaire catalane ou au Frioul dans le nord de l'Italie. Bon, il y a encore plein. À l'Écosse avec le Brexit qui va demander son indépendance de la Grande-Bretagne. Bon, les problèmes régionalistes ne sont pas enterrés. Ils sont sous une légère couche de poussière. Et dès qu'on remue un petit peu, ça bouge en dessous. Shaya Janati